Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Je suis content de partager ce moment avec vous. Comment l'argent sauvera la planète? C'est le titre de cette table ronde. Vous aurez remarqué qu'on ne prend pas du tout de gants. On aurait pu poser une question, genre, est-ce que l'argent peut sauver la planète? Non, le constat, il est fait. L'argent va sauver la planète. On a donc 1h30 pour le faire. Et on vous demandera évidemment votre participation, parce que si ça marche, on ne va pas y arriver tout seul. Donc, dans un premier temps, 45 minutes d'échange avec les intervenants, et dans un deuxième temps, vous aurez la parole pendant 45 minutes également pour vos questions, vos idées. Alors, il n'y a pas de question dans le titre de cette table ronde, mais il y a quand même un questionnement. S'il faut sauver la planète, c'est qu'il y a sans doute quelque part un danger. On l'a vu sur les images qui viennent de passer. Nous avons visiblement quelques problèmes avec la biodiversité, le climat, la pollution, et je n'oublie pas tous les problèmes sociaux qui commencent à sérieusement émerger d'une manière assez importante un peu partout dans le monde. Voilà l'enjeu de cette table ronde. Donc on part sur cette idée-là avec Gonzague de Blinière, qui est cofondateur de Raise avec Clara Guémard. Raise est une société d'investissement qui défend l'idée qu'une économie est plus performante si elle est bienveillante. Anne-Catherine Husson-Traoré est journaliste, directrice générale de Novetic, qui se veut l'accélérateur de transformation durable du groupe Caisse des dépôts. Thomas Lagorde-Segaud, professeur associé, il est là-bas, d'économie et finances internationales à Cage Business School. Il dirige également la commission finances responsable de SDSN France. Stéphane Voisin, à mes côtés, analyste financier. Il est en charge du programme Green and Sustainable Finance à l'Institut Louis Bachelier et co-auteur de Détox Finance. Enfin, Julie Valbaume, directrice générale de Maison du Monde, société cotée qui propose meubles, décorations, luminaires, profitez-en, c'est les seuls en ce moment. Et on l'a invité parce qu'on souhaitait avoir une entreprise engagée, voir comment ça se passait en relation avec les financiers qui vous entourent. Dans un premier temps, donc, 3 séquences avec les intervenants. On va essayer de faire un état des lieux assez rapide, voir dans un deuxième temps quels sont les freins qu'on peut identifier au développement de la finance responsable, et dans un troisième temps, quelles sont les idées, les propositions. On parlera notamment de l'appel qui est lancé ici à l'occasion de cette rencontre avec les entrepreneurs d'avenir. L'état des lieux, Anne-Catherine Husson-Traoré. Je vais commencer avec ma consoeur, comme ça elle va nous faire une petite présentation rapide. On a une impression, c'est que ça commence quand même à bouger un petit peu partout. Je veux dire, ça commence à bouger. On n'a rien résolu, mais ça commence à bouger. Et on le voit à Davos. Tiens donc, le climat serait un risque financier de plus en plus important. Quelle surprise!
Oui, en 5 ans, on a fait un bond considérable quand même. C'est-à-dire qu'en 2015, au moment des débats autour de la COP21, l'idée que le changement climatique était un risque systémique pour la stabilité financière du monde était quand même portée certes par Mark Carney, qui était le président du Conseil de stabilité financière, mais enfin qui était un peu tout seul au dîner où il a lancé cette bombe. Il y a eu une réaction des banquiers centraux du style « qu'est-ce qui lui prend ?» Et en fait, on voit bien qu'avec tout ce qui s'est passé autour de l'accord de Paris, et depuis, d'abord, il y a eu une matérialisation de ce qu'on appelle le risque physique. En Australie, par exemple, en Amazonie, ça veut dire qu'effectivement, un pays comme l'Australie, qui a certes des taux de croissance phénoménaux, peut brûler. Il y a ce qu'on appelle les risques de transition, c'est-à-dire la nécessité d'adapter très très rapidement une économie extrêmement carbonée, avec un modèle, en gros, comment dire, international. Prenons l'iPhone au hasard. Il est conçu en Californie, fabriqué au Japon, assemblé en Chine et vendu partout dans le monde. En termes de risques climatiques et autres, il y en a beaucoup. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle tout le risque lié à la dépréciation d'actifs, et c'est ça qui concerne la finance souvent et qui est son moteur. C'est-à-dire de se dire... Bon, pour la faire super rapide, les actifs pétroliers en particulier sont une part très importante de tous les grands indices mondiaux. Si on admet que exploiter le pétrole et le gaz n'est pas très compatible avec l'accord de Paris, alors la valeur de ces actifs peut descendre très très vite. Donc cette compréhension-là, elle est aujourd'hui partagée au départ par quelques-uns, qui sont ici présents. Elle est aujourd'hui portée, la figure emblématique du moment, c'est Larry Fink, qui, au nom de BlackRock, dans sa lettre annuelle, légèrement poussé par un certain nombre d'ONG et d'autres, a effectivement clairement dit qu'il était prêt à voter contre les managements qui ne prendraient pas mesure de la transition nécessaire dès cette année. Donc on est bien sur une bagarre forte, et puis je vais en finir là, c'est-à-dire sur un premier regard, on se dit c'est incroyable ce qui s'est passé en 5 ans. Sur un deuxième regard, et on voit bien dans les débats à Davos, par exemple, le patron du grand assureur américain AIG a dit que quand même le charbon, on pouvait le faire proprement. De mémoire, ça doit être le patron de Citibank qui a dit que c'était pas son job d'aller expliquer aux entreprises qu'elles devaient être eco-friendly. Donc il n'y a pas non plus un consensus général sur l'idée que le monde économique tel qu'il est, d'autant plus que les résultats boursiers cette année sont phénoménalement bons. Donc l'idée que ce modèle ne va plus marcher n'est pas non plus partagée par toute la planète finance. Et dernière chose, on a besoin pourtant de tous les encours gérés par la planète finance pour financer la transition qui, elle, est impérative. Alors, ce constat, Stéphane Voisin, vous le partagez, bien sûr. Donc, on a vu quels étaient les nouveaux risques qui apparaissent dans le débat. Et est-ce que la finance a commencé à réagir? Vous me dites, oui, depuis 4-5 ans, on sent quelque chose. Oui, non, bien sûr. Alors, Anne-Catherine vient de le dire, ce qui s'est passé depuis 5 ans est assez formidable. Je ne sais pas si on aurait pu l'anticiper. En même temps, le chemin qui reste à parcourir est beaucoup plus important que ce qui a déjà été fait. Il faut quand même comprendre les limites. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe entre la compréhension par la finance, notamment plutôt sur la partie risque, l'intégration des risques, mais c'est quand même son intérêt bien compris de tous les financiers, qu'ils soient dans l'investissement, le crédit, les projets de financement, de mieux appréhender les risques climatiques ou les risques environnementaux et sociaux pour simplement satisfaire leurs besoins d'exigence, enfin leurs exigences de rendement, éviter les risques. Et ils ont compris que ces enjeux-là étaient devenus non pas anecdotiques et accessoires des marchés financiers, mais qui deviennent dominants en termes de risques et en termes d'opportunités. Juste un exemple très parlant. Hier, on a d'un côté un des plus gros constructeurs du monde, Daimler, qui annonce des profit warnings et qui va avoir du mal, franchement, à finir l'année. Et d'autre part, Tesla, qui est devenu le premier constructeur automobile mondial en termes de market cap et qui est donc dépassé Volkswagen, ce qui peut paraître totalement hallucinant, mais c'est bien la capacité des marchés financiers à prendre en compte à la fois la partie risque, Daimler, et la partie opportunité, Tesla. Donc ça, c'est une vérité. Et en même temps, les émissions de carbone continuent d'augmenter. Le mix énergétique mondial n'a pas bougé pratiquement d'un iota depuis 30 ans. On est toujours à plus de 80% du mix énergétique mondial qui est d'origine fossile.
et ça continue, et ça se superpose. Et la demande en pétrole continue d'augmenter, etc. etc. Et on ne voit pas le début de la fin. Donc l'urgence, je pense que c'est ça qui a enfin déclenché quelques réactions importante, notamment de ce qu'on voit Christine Lagarde, etc., n'est plus simplement sur la partie risque, on va prendre en compte les risques, mais l'urgence, c'est aussi de participer, de contribuer au financement de cette transition, dont on sait très bien aujourd'hui que ce n'est pas les États qui vont pouvoir le faire, d'une part, parce qu'après la crise financière, ils ont triplé ou quadruplé leur déficit, donc ils n'ont pas forcément les moyens de la mettre en place, de la mettre en œuvre en termes financiers, encore que, ça reste à discuter, et que d'autre part, leur volontarisme politique à imposer des mécanismes économiques type tarification du carbone n'est pas des plus populaires, comme vous le savez, bien qu'il existe des solutions populaires. Et donc, il y a un frein de ce côté-là. Donc, en gros, on appelle la finance à résoudre une partie du problème. Et c'est aussi une façon pour les politiques, il faut bien le voir, de se défausser un petit peu de leurs responsabilités en disant la finance ayant fait, et je cite l'ancien président de la Commission européenne, la finance ayant fait partie des problèmes doit maintenant démontrer qu'elle est capable de faire partie des solutions. Merci. Gonzague de Blinière, c'est vrai qu'on part de loin, hein, on vient de le voir sur le mix énergétique qui ne bouge pas beaucoup depuis un bon moment. Il y a des déséquilibres qui sont trop énormes en ce moment. Il faut que chacun appuie parce que c'est pas très pratique ce truc. Donc voilà. Bon, je disais les déséquilibres sont trop importants. Oui, le monde de la finance, je crois qu'il y a des études qui sont sorties, je ne sais pas quels sont les chiffres, mais je crois que le PIB mondial de la finance représente entre 50 et 100 fois le PIB mondial des économies classiques. C'est quand même dingue. Le PIB mondial de la finance représente entre 50 et 100 fois le PIB mondial des économies classiques. Première constatation. Deuxième constatation, la jeunesse. Les jeunes, ils veulent aller tous dans des ONG, dans des associations. Ça les fait rêver. Mais le monde économique classique ne les fait plus rêver. Et ça, c'est... en France, c'est que moi, je vis depuis 10 à 15 ans, d'ailleurs avec Clara Gamard, c'est pour ça qu'on a créé Raise. Cette disproportion entre ces ONG, ces associations qui finalement passent 50% de leur temps à chercher à lever de l'argent pour essayer de survivre, et puis à côté, et avec ces jeunes qui ne rêvent que de ça, d'ailleurs dans toutes les grandes écoles, maintenant, on dit qu'à peu près un tiers des jeunes des grandes écoles veulent commencer par faire un tour du monde ou travailler pour une ONG. Mais ils ne vont pas chez L'Oréal ou chez Accor. Donc il y a d'un côté toutes ces ONG et ces associations qui représentent, je crois, en France près de 800 000 salariés, et de l'autre côté ce capitalisme classique qui n'attire plus personne et qui ne cesse de grandir. Je me souviens d'un article qui disait aussi qu'on pouvait mettre dans un autobus 45 personnes les plus riches du monde, ça représentait la moitié de la richesse de la planète. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut absolument que ce monde de la finance change. Je profite de la présence d'un analyste financier. Moi, il y a un truc qui me perturbe depuis 50 ans, c'est qu'à une certaine époque, je le disais à Julie, quand vous vouliez acheter des titres en bourse, dans les années 60, on vous disait, monsieur, vous voulez acheter du L'Oréal, bah, écoutez, mettez 1000 francs sur votre compte et je vais vous acheter pour 500 francs de L'Oréal. Aujourd'hui, plein de gens, plein de fonds achètent des titres cotés à crédit. Donc, est-ce que le souci du gestionnaire d'actifs qui a des titres Maison du Monde, c'est de savoir si peut-être le cours va baisser parce qu'ils vont faire des investissements, et nous en parlera, durables, ou est-ce que c'est je dois rembourser ma dette? Donc je crains que si on faisait une étude mondiale sur le monde du côté, qui représente des chiffres colossaux, la dette associée à ce monde de côté nous pousse à avoir des attitudes absolument irresponsables vis-à-vis de l'entreprise classique. Donc nous, notre théorie, c'est de dire il faut absolument réconcilier ces deux mondes. Je ne vais pas changer le capitalisme tout seul, même avec vous tous, on ne va pas y arriver. Il faut démontrer que finalement, la générosité peut être un moteur du profit. Et que finalement, si on est admiré pour ce qu'on gagne plus que pour ce qu'on donne, c'est finalement pas mal, parce que si je donne beaucoup, ça veut dire que j'ai gagné pas mal. Et si on arrive à démontrer que ce monde de la finance, qui se déconnecte totalement de l'économie classique, peut avoir retrouvé sa vertu originelle, c'est-à-dire c'est une énergie, l'argent, c'est pas plus qu'une énergie, et finalement cette vertu originelle, et que finalement avec cette énergie on peut faire plein de choses, et si on la partage, c'est pas forcément au détriment du profit, peut-être qu'on arrivera à faire évoluer doucement le monde de l'économie. Et c'est pour ça qu'on a créé Raise, on en parlera après. Dernière petite remarque que je fais, c'est que je vois
on voit partout naître des fonds à impact. C'est très bien, mais c'est quand on réfléchit une hérésie. Parce que ça voudrait dire qu'avant, quand on investissait, on se foutait complètement de l'impact. Alors que la première règle quand on investit dans une entreprise, c'est de savoir si c'est une bonne gouvernance, si les managers sont bien, si on a une bonne politique sociale, si on investit dans les bonnes, avec des bonnes valeurs, si la croissance est une croissance qui n'est pas au détriment de quelque chose qui serait au détriment de la société. Donc finalement, ces fonds à impact, c'est un peu une hérésie. Donc c'est comme si on ne pouvait investir que dans une entreprise impact. Donc je pense que dans plusieurs années, moi j'avais dit 5, mais Julie m'a dit plutôt 10, les fonds d'impact n'existeront plus et tous les investisseurs vont prendre conscience, et c'est notre souhait, de ce désir d'impact sur la société, d'impact sur l'environnement, d'impact sur l'énergie, etc., etc. Et donc c'est un peu comme ça qu'on voit évoluer les choses. C'est facile de dire je veux investir sur l'impact et je n'investis que dans les entreprises natives impact, ça c'est bien, mais c'est encore mieux d'investir dans des entreprises qui veulent changer leur impact, par exemple une entreprise classique qui décide du jour au lendemain de ne plus prendre d'emballage plastique. Voilà. Donc un constat un peu d'excès depuis 40 ans, un constat d'impuissance parce qu'on ne va pas changer l'économie et le capitalisme classique, mais un constat très optimiste parce que quand je vois la capacité des jeunes à vouloir faire bouger les choses avec non seulement leur start-up, l'entrepreneuriat social ou d'autres, et leur envie de participer à un monde meilleur en partageant le profit sans opposer générosité au profit, peut-être qu'on va pouvoir y arriver. Si en plus vous nous aidez, ça va être magique. Voilà un premier appel lancé. Thomas Legarde, sur toujours l'état des lieux, qu'est-ce que vous voulez Tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur le changement de la jeunesse. Pas plus tard moi je suis prof d'économie, pas plus jeune prof, encore jeune prof, oui. On va essayer. Pas plus tard qu'hier, je reçois un email d'une étudiante que j'avais suivie en mémoire, qui avait fait un super travail sur la microfinance, et qui me lance un appel au secours. Elle dit « Monsieur, j'ai été recruté comme la plupart de mes camarades dans un des Big Four, sortez-moi de là, parce que ça ne correspond pas à mes valeurs, et je ne me vois pas passer le restant de ma vie dans ce monde-là. » Donc effectivement, on a des signaux d'individus, de jeunes, et puis il y a des mouvements qui sont en train de se créer. Il y a quelques jours, on a reçu les étudiants du réveil écologique, du manifeste pour un réveil écologique à Kedge, et effectivement, les choses sont en train de bouger au niveau de la jeunesse, et c'est très bien. Alors moi, je voudrais revenir sur le thème de la table ronde, l'argent va sauver le monde. Alors les économistes n'aiment pas trop parler d'argent, ils préfèrent utiliser le terme de monnaie. Et je crois qu'un des défis économiques de notre génération, pour reprendre l'expression d'Alfred Marshall, c'est qu'en fait tous nos indicateurs et nos outils de pilotage monétaire deviennent en partie inopérants pour décrire les enjeux et pour trouver des solutions. Je vais vous donner un exemple. La Banque mondiale calcule, ou essaye d'estimer, c'est très difficile, le coût monétaire des désastres naturels. Donc les tremblements de terre, les tsunamis, les tempêtes liées au dérèglement climatique, enfin toutes sortes de désastres naturels. Et les travaux, alors c'était coordonné par Stéphane Algat, il me semble, avaient estimé que sur un an, ces désastres naturels engendrent des pertes de consommation équivalentes à 520 milliards d'euros. Alors 520 milliards d'euros, c'est très parlant quand on est en contact avec un homme politique ou un décideur public. Mais en fait, on peut se poser la question, est-ce que l'indicateur monétaire est un bon indicateur pour mesurer ce qui est en train de se passer? En fait, ce n'est pas du tout sûr, pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que quand on parle de monnaie, quand on utilise un indicateur monétaire, en fait, on mesure une perte de revenus financiers. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que le dérèglement climatique engendre des pertes financières qu'on pourra toujours compenser par des gains monétaires futurs. Les financiers, alors, sont capables en plus de les incorporer dans un calcul d'actualisation pour nous dire qu'en fait, ça va aller et qu'on pourra toujours compenser à l'avenir. Donc, quelque part, mesurer par de la monnaie les coûts du dérèglement climatique, ça implique une hypothèse cachée, mais très forte, selon laquelle les coûts du dérèglement climatique, en fait, ils seraient temporaires et ils seraient réversibles. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Si on regarde aujourd'hui l'actualité, en France, en Espagne, le climat tue. On sait que la pollution atmosphérique provoque des morts prématurées dans de nombreux pays en développement. Il y a des morts de nourrissons liées aux pollutions de l'eau.
Et puis, il y a des études scientifiques menées par des économistes qui ont montré que même les anomalies climatiques de court terme détériorent tellement les conditions de vie que ça peut diminuer le niveau de bien-être réel d'une population sur plusieurs générations. Esther Duflo, par exemple, prix Nobel d'économie, a montré qu'en France, l'épidémie de Phylloxera qui a détruit le vignoble dans le sud-ouest au 19e et au début du 20e a, sur plus de 50 ans, diminué la taille moyenne des individus qui étaient nés, des bébés arrivés à l'âge adulte. Donc on a des effets de long terme sur le bien-être qui ne sont pas capturés par la monnaie, par l'indicateur monétaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on utilise la monnaie, eh bien, on ne prend pas en compte les effets distributifs. En fait, la monnaie, dire bon, on va perdre 520 milliards par an, c'est une moyenne. Mais forcément, l'impact d'une perte monétaire, mettons, on va dire, aller de 100 € par an sur vos niveaux de bien-être, si vous avez, comme les gens qui sont autour de cette table, la chance de faire partie de la classe moyenne d'un pays de l'OCDE, bon, mais ça veut dire que peut-être que vous ne partirez pas en vacances cette année. Mais si vous vivez comme 80% de la population mondiale avec moins de 10 $ par jour, c'est pas pareil. Bon, c'est le deuxième point. C'est plutôt macro. Et il y a un troisième point qui est davantage peut-être microéconomique, c'est qu'au niveau de l'entreprise, les indicateurs comptables, les indicateurs financiers de pilotage s'expriment aussi en monnaie. Alors la monnaie, c'est génial parce que ça nous donne une relation d'équivalence monétaire entre des objets du réel qui nous permet de prendre des décisions. Mais cette commensurabilité de la monnaie, elle a aussi des limites. Si vous regardez la comptabilité d'une entreprise, en termes monétaires, vous pouvez calculer la valeur d'une heure au travail humain en termes de papier toilette. Sachant que les deux figurent au passif de l'entreprise, sont des coûts. D'accord ? La nature, par définition, elle ne rentre pas dans le bilan de l'entreprise. Et si elle y rentre, généralement, c'est comme un actif foncier, à valoriser. Donc, à valoriser sur le plan monétaire, ça peut dire, en fait, sur le plan réel, le détruire. On va valoriser monétairement une forêt en la rasant pour y construire un immeuble. Okay ? Donc, bien entendu, la forêt et la biodiversité qui l'habitent ne vont pas siéger au conseil d'administration de l'entreprise. D'accord ? Donc, tout ça pour dire qu'au niveau microéconomique, dans certains cas, un indicateur qui témoigne d'une augmentation de la valeur financière, en fait, il masque une destruction de valeurs réelles, de valeurs sociales et de valeurs écologiques. Donc il faut se méfier en fait d'une certaine conception magique du marché qui nous amènerait à penser que c'est des bénéfices de l'entreprise, des individus, qu'on va trouver la solution à nos problèmes, qui sont des problèmes systémiques. D'accord ? D'ailleurs, c'est des problèmes qui se posent, que ce soit le marché qui assigne l'allocation des ressources ou que ce soit l'État, puisque les économies centralement planifiées ont finalement le même bilan écologique que les économies de marché. Merci beaucoup Thomas. Alors Julie Walbaum, donc Maisons du Monde a évolué depuis son entrée en bourse en 2016, c'est ça ? Je voudrais bien que vous nous expliquiez comment vous intégrez dans ce mouvement, comment vous l'anticipez et comment vous travaillez très concrètement. Merci. Alors effectivement, Maisons du Monde déjà a la RSE dans son ADN depuis bien plus longtemps que 1996. On est 2016, pardon, notre temps de cotation. Ça fait plus de 10 ans qu'on est engagé très activement dans des efforts de durabilité. C'est vrai que ces efforts sont plus publics depuis 2016, notre taux de cotation. Et dans nos discussions avec les investisseurs, on voit effectivement une évolution. Elle est encore timide, puisque en 1996, ces discussions étaient très rares et étaient vraiment centrées sur la maîtrise des risques. Aujourd'hui, on voit que ces discussions évoluent un peu, et notamment, à la fois, elles sont plus nombreuses, mais également, elles parlent davantage de la pérennité du modèle d'affaires. Et moi, je trouve que cette évolution, elle est quand même très positive, parce qu'on passe d'un mouvement très défensif sur, là aussi, la protection du profit à court terme pour éviter une catastrophe sociale ou environnementale, à une réflexion un peu plus long terme sur la pérennité du modèle, et notamment dans la capacité de l'entreprise à créer de la valeur. Donc moi, je trouve ça très positif. Je trouve également positif l'émergence des indices
puisque la mesure de l'impact, c'est effectivement une problématique essentielle, et aussi la capacité pour les fonds de pouvoir arbitrer entre tel ou tel investissement. C'est vrai que sans référentiel commun, c'est difficile. On n'a pas de notion de cible, on ne peut pas comparer les entreprises, donc il est vraiment essentiel à terme qu'on arrive à ces référentiels communs. On n'y est pas encore, et c'est sans doute un des freins, mais en tout cas, il y a l'émergence de plusieurs de ces indices, comme le CDP, Gaïa, dans lesquels des centaines et des milliers d'entreprises maintenant sont analysées, et je trouve que c'est un élan positif qu'il faut encourager. Maintenant, je ne vous dirai pas que c'est la majorité des fonds et des investisseurs qui raisonnent ainsi. Et je pense que les entreprises ont un rôle à jouer aussi. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des écosystèmes. Donc, je pense que les entreprises peuvent avoir une démarche proactive aussi de rechercher à construire une base actionnariale qui est alignée aussi avec ses intérêts. Et si je prends la base actionnariale de Maisons du Monde, aujourd'hui, les fonds RSE, ouvertement RSE, ou qui ont la RSE comme critère déterminant dans leurs investissements, représentent près de 20% de nos investisseurs. Nous sommes quasiment 100% cotés avec une base très très fragmentée, donc 20%, et c'est des dizaines de fonds qui rentrent là-dedans. Et ça, c'est un mouvement que l'entreprise doit cultiver, puisque plus cette base actionnariale sera importante, plus l'entreprise y trouvera des bénéfices, à la fois dans justement l'accompagnement de cette action, et aussi sur le reste de son activité, à savoir l'activité économique, parce que ce que l'on sait et ce que l'on voit, c'est que ces fonds RSE ont objectivement un horizon d'investissement à plus long terme, 5 ans, 7 ans, 10 ans, et une fidélité par rapport à la conjoncture économique court terme bien plus forte. Ce sont des gens qui sont capables de passer outre les soubresauts, et dans le retail, on en a beaucoup, particulièrement en ce moment, les soubresauts du court terme pour rester fidèles et accompagner l'action du management à long terme. Donc plus on ira là-dedans dans cet alignement d'intérêts, plus on arrivera à construire des transformations. Alors, vous permettez la transition vers la deuxième partie, c'est quels sont les freins. Vous l'avez un peu abordé. C'est vrai qu'on vous regarde un petit peu différemment par rapport à il y a quelques années, mais vous estimez tout de même que les efforts que vous faites ne sont pas assez reconnus par la finance. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette volonté philosophique. Mais c'est vrai que dans le court terme, dans les faits, dans les choix d'investissement, ça reste une réalité difficilement réconciliable. Parce que finalement, ça devient un arbitrage entre court terme et long terme. À long terme, tout le monde est d'accord, les acteurs financiers, les premiers, que oui, une entreprise qui est plus responsable sera également plus performante économiquement, parce qu'elle aura plus de fidélité de ses employés qui trouveront un sens dans leur action, parce qu'elle sera plus en phase avec les attentes des jeunes générations. Il n'y a aucun sujet. À long terme, tous les intérêts seront alignés et ça sera très bien. Le souci, c'est le court terme, pour 2 raisons. En tout cas, sur un modèle mass market comme le mien, donc où on s'adresse quand même à un vaste nombre de consommateurs, l'arbitrage économique reste important. Je crois que ces consommateurs ne sont pas prêts aujourd'hui à payer plus cher, en tout cas pas à une échelle qui serait nécessaire pour permettre la transformation de l'entièreté de l'entreprise. Donc ça veut dire pour l'entreprise un investissement économique net. Et l'autre frein, je pense, c'est qu'aujourd'hui, pour aller vers cette transformation de modèle durable, l'innovation nécessaire est immense. Si je prends ma verticale qui est le meuble, ça passe par de l'éco-conception. Il faut penser les meubles différemment, la séparabilité des éléments, il faut aller trouver de la matière recyclée. Les filières de matière recyclée aujourd'hui sont très rares, en particulier dans les pays en développement. Il faut aller trouver des circuits de seconde vie, de gestion des déchets. Il y a beaucoup de ces questions qui, opérationnellement, techniquement, n'ont pas de réponse claire. Et cette innovation va du coup demander un investissement dont le retour à court terme sera faible. C'est le principe de l'innovation. Et donc pour ces 2 raisons, oui, cela va peser financièrement sur l'entreprise à court terme. Et je pense que l'entreprise a cette responsabilité de dire au marché financier, en fait, vous savez quoi ? C'est notre responsabilité et on va le faire. C'est pour ça que Maisons du Monde a publié son nouveau plan à 5 ans en juin dernier en disant « Mesdames et messieurs les marchés, nous allons continuer à être une entreprise en forte croissance, plus de 10% de croissance du chiffre d'affaires par an, mais nous prévoyons d'être moins rentables parce que nous allons investir l'équivalent d'1 point d'EBITDA dans nos investissements RSE. C'est notre responsabilité d'entreprise en croissance et qui gagne de l'argent. » Et ça, il faut qu'à un moment donné, on puisse le poser sur la table et aligner la base actionnariale avec ces intérêts-là. Alors, Gonzague, vous êtes d'accord, j'imagine, avec ce qu'on vient d'écouter. Vous comparez le monde de la finance à un mammouth obsédé par le profit et le court-termisme. C'est ça le premier frein pour vous ? Vous savez, le monde de la finance, ça va du pire au meilleur. Le pire, c'est, je pense malheureusement, des gens qui ne se rendent plus compte que derrière
les actions cotées ou les valeurs cotées, il y a des hommes et des femmes, il y a des entreprises, il y a des qui ne regardent même pas peut-être le discours d'une Julie, patronne de Maison du Monde, mais qui regarde simplement l'actif, la valeur, l'évolution de la valeur, la courbe, les dérivés, enfin bref, ce soit que du chartisme. Ça, je pense que c'est le pire. Surtout qu'en plus, quand il achète des titres Maison du Monde avec de la dette, ça, c'est le pire. Il peut y avoir le meilleur aussi. C'est un investisseur très long terme qui dit « Moi, je suis là pour longtemps. Je ne suis pas là pour faire tourner les actifs tout le temps. Je suis là aussi parce que je veux que vous respectiez la gouvernance, je veux que vous respectiez l'environnement, je veux que vous respectiez la société. » Je vais vous donner 2 exemples. Nous étions actionnaires j'étais actionnaire de Maison du Monde à l'époque, mais de Nature et Découverte. Nature et Découverte est une entreprise qui a été créée par la famille Lemarchand, qui, dès le moment de sa création, a décidé de donner 10% de son résultat, c'est 10%, c'est pas 1% de son EBITDA, c'est 10% de son résultat, au profit d'une fondation pour l'environnement. Et chaque responsable de magasin de Maison du Monde pouvait proposer un sujet de levée de fonds pour des associations de Nature et Découverte, je ne vais pas y arriver, pouvait proposer à des responsables de magasin une association locale en Picardie, en Rhône-Alpes, etc., pour subvenir aux besoins de cette association pour l'environnement. C'est près de 13 millions d'euros qui ont été distribués à des associations et des fondations en 25 ans d'existence de Maison du Monde. Les salariés de Maison du Monde... Je pense que Julie va être obligée de... Voilà, Julie va être obligée de le faire. Je suis désolé. De Nature et Découverte. J'ai un problème. Donc, ces responsables de magasins, la raison d'être de Nature et Découverte a été complètement adaptée, acceptée, habitée par les salariés de Nature et Découverte. Et franchement, quand on va dans des magasins Nature et Découverte, on sent qu'il y a un petit plus, un petit supplément d'âme. Et je pense que c'est ça ce qu'on devrait faire. C'est pour ça que nous, on avait créé ce mouvement pour l'économie bienveillante, où quand on partage une partie de ses ressources, que ce soit du chiffre d'affaires, du résultat ou du temps, au profit d'une cause qui est dans son propre métier, et qu'on implique les salariés, tout est mieux. Deuxième exemple, Phoenix. Là, on sort de Nature et Découverte et de Maison du Monde. Un type qui s'appelle Jean Moreau, qui était chez JP Morgan, qui était donc dans une très très belle vie où il gagnait beaucoup, beaucoup d'argent, a décidé du jour au lendemain de tout arrêter parce qu'il trouvait que c'était vraiment inutile. Donc il avait proposé à JP Morgan d'ailleurs de l'aider à mettre en œuvre son idée, qui était une entreprise qui s'appelle Phoenix. JP Morgan lui a dit c'est non, ça sera en dehors. Bon. Voilà un frein qui a pu exister au sein d'une institution financière qui, par ailleurs, fait aussi peut-être beaucoup d'efforts pour l'environnement et pour la société, mais pas assez. Et donc, il a décidé de créer Phoenix. Ce n'est pas une entreprise, c'est pas un entrepreneur social, c'est pas une entreprise à impact dès le début, c'est une société anonyme, toute simple. Il a été voir les grandes surfaces et il leur a dit, ben voilà, moi je vais récupérer tous les biens que vous ne pouvez pas vendre parce que la date de limite devant dépasser. Vous allez me payer pour ça, et puis je vais distribuer gratuitement à Restos du Cœur, Croix-Rouge, etc., etc. Il a aujourd'hui 150 salariés, il a levé 15 millions d'euros et il a distribué, je crois, près de 100 000 repas. Voilà un exemple de jeune qui a tout compris. Il ne s'agit pas d'être une association, il ne s'agit pas pour lui d'être un statut spécifique à impact ou environnemental. Il a créé une entreprise comme les autres, dont il a décidé que la raison d'être dès le départ était celle-ci. Et je vous assure qu'il ne manque pas de candidats pour recruter des gens chez lui. Comme nous, d'ailleurs, chez les RES, on ne manque pas de candidats pour recruter chez nous, alors qu'on abandonne 50% de ce qu'on gagne. Donc, je pense que moi, je suis très confiant en regardant l'esprit de la jeunesse, surtout des jeunes profs. Et je suis très, très optimiste parce que c'est eux qui vont nous aider à changer le monde. Nous, il faut qu'on leur donne les moyens, et c'est eux qui vont nous aider à changer le monde. Merci. Alors, on a vu déjà 2-3 paradoxes quand même dans le tableau général. Anne-Catherine, il y en a un autre de paradoxe, c'est que les bourses vont très bien, alors que la planète va plutôt mal. Est-ce que ça perturbe aussi la perception de la situation? Quelle est l'importance de ce phénomène un petit peu bizarre, je dirais? Oui, je pense que ça se résume à ce que Julie disait, c'est-à-dire l'arbitrage entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire dire qu'aujourd'hui... Alors déjà, à travers ce qui vient d'être dit, on voit bien que là, on parle d'entreprises incarnées, il y a des noms d'entreprises, de gens qui y travaillent, etc. Or, il faut quand même dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, les marchés boursiers, c'est pas du tout ça. Ça n'a aucun rapport. C'est un jeu d'algorithmes à base, pour l'essentiel, de 2 grands types d'acteurs. Le high frequency trading, qui est donc des algorithmes qui jouent sur les interstices de marché, pour vous la faire courte,
et de la gestion indicielle qui, avec des trucs assez compliqués aussi, techniquement parlant et informatiquement parlant, réplique à l'infini et génère de l'argent à l'infini avec des indices, des grands indices de référence et qui, là aussi, ont des horizons. Enfin, le long terme dans ce monde-là, c'est 3 mois. C'est très, très long terme. Et surtout, évidemment, toutes les histoires qu'on vient de raconter, à un ordinateur, ça ne lui parle pas. On parle d'intelligence artificielle, mais il faut limiter le mot intelligence. C'est plutôt se centrer sur l'aspect artificiel. C'est-à-dire que c'est un truc paramétré. Et ce paramétrage-là n'intègre pas tout ce qu'on vient d'évoquer. Donc, et alors, l'illustration absolument manifeste de ça, c'est effectivement à la fin 2019, où tous les indices ont pris... enfin, leur limite semble être le ciel, y compris l'indice phare de la bourse australienne, dont il est quand même aujourd'hui public que c'est une économie à base d'extractifs, qui veut surtout, avec des dirigeants politiques qui veut défendre jusqu'à ce que mort s'en suive, je pense, l'industrie du charbon, et que, évidemment, l'indice phare de la bourse australienne est très clairement extrêmement charbonné, extrêmement à base de minerais et d'actifs, et qu'il a pris 1000 points sur l'année 2019, malgré les feux, malgré tout ça. Et donc, en fait, l'un des principaux obstacles, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a au sein de la planète finance de plus en plus d'acteurs comme ceux qui sont réunis ici aujourd'hui. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que pendant ce temps-là, le business as usual continue. Et ce que disait Stéphane est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'en gros, prenons un exemple très concret. L'exclusion du charbon est devenue une quasi-norme pour la plupart des grandes banques dans le monde, même Goldman Sachs qui est mis de façon assez forte en décembre. En revanche, les volumes d'émissions liés à la production d'électricité liée au charbon, eux, n'ont pas du tout diminué. Et donc, on a un cas de figure où on invalide un modèle économique qui, du coup, s'est déprécié considérablement, mais ça n'a pas d'impact sur la disparition. Si on prend la stratégie de la compagnie Total aujourd'hui, ça a été de verser 8,6 milliards d'euros de dividendes, c'est-à-dire 2 fois plus que ceux qui sont juste derrière, en l'occurrence Sanofi et je ne sais plus quelle est l'autre entreprise, avec l'idée et un discours porté par Pouyanné qui est de dire aujourd'hui, ce qui intéresse mes actionnaires, c'est le dividende et c'est pas ma stratégie de transition énergétique sur laquelle il faudrait quand même que vous arrêtiez de vous affoler. Du pétrole, ça va durer encore 20 ans. Si le pétrole dure à ce niveau-là pendant 20 ans, on peut se réunir de façon très sympathique pendant longtemps, mais ça va être beaucoup plus grave. Et c'est vrai que ce qui est très étrange dans la période dans laquelle on est, qui repose, et ça c'est plutôt mon voisin qui est un spécialiste de ça, sur l'idée qu'il y a finalement une espèce de réflexe pavlovien à un monde financier qui est décorrélé aujourd'hui vraiment de la réalité de l'économie, de continuer sa trajectoire en étant en plus conscient qu'elle va dans le mur. Donc ça, c'est un truc assez fascinant intellectuellement. Là, il faut plutôt des psychanalystes en fait que des spécialistes de la finance, c'est-à-dire de dire pourquoi, alors que tu vois le mur, tu appuies sur l'accélérateur. Mais c'est ça qui se passe en fait. Et une des raisons principales, c'est que dans la vraie vie, on sait que le mur va faire mal. Dans la vie financière, on n'est pas forcément conscient de la réalité de l'impact ou du choc. Voilà. Oui. Je me souviens d'un entretien avec Nicolas Stern lors du sommet de Copenhague. Et je lui ai demandé, mais pourquoi avec tout ce qu'on sait, ça ne bouge pas? Il m'avait dit, tant qu'on ne sera pas dans le mur, ça ne bougera pas. Donc vive le mur, s'il se rapproche plus vite, on aura peut-être une ébauche de solution. Sur les freins, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Je voudrais qu'on garde du temps pour les idées, les propositions. Allez-y, rapidement, parce qu'on est un peu en retard. Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit sur les freins, alors, les travaux en sciences politiques amènent un éclairage assez intéressant. On parle, pour parler du dérèglement climatique, souvent d'un problème, alors en anglais c'est super wicked, en français ce serait un problème super méchant. C'est un problème dans lequel on a pour lequel on a 4 circonstances aggravantes. Premièrement, il n'y a pas d'autorité centrale pour prendre des décisions. Deuxièmement, il faut trouver une solution de manière très urgente. Troisièmement, les personnes qui doivent résoudre le problème, en fait, en sont responsables. Et quatrièmement, résoudre le problème implique de prendre en compte le futur. Et quand un problème a ces 4 caractéristiques, c'est très difficile de trouver une solution. Ça, c'est une première expression, les problèmes super méchants. Une deuxième expression que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle policy tragedy, la tragédie politique. C'est une situation dans laquelle les techniques et les outils usuels, monétaires notamment, ne permettent pas d'identifier les solutions, même si on reconnaît que des actions urgentes sont nécessaires pour éviter des impacts catastrophiques.
Donc vous avez un marteau qui vous a bien servi à casser un mur, mais pour remonter le mur, le marteau, il vous sera d'aucune utilité. Il faut changer d'outil, il faut changer d'appareillage conceptuel et pratique. Donc le défi, en fait, économique de notre génération, de ma génération et de la génération de mes étudiants, de mes enfants, et puis un peu de la nôtre à tous dans la salle, c'est d'inventer en fait un nouveau langage commun qui nous permettrait de dépasser les indicateurs monétaires conventionnels. La bonne nouvelle, c'est que ces indicateurs, ils existent, ils sont en voie d'affinement. Hein. Les Nations Unies proposent aujourd'hui ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, les 17 ODD, hein, auxquels s'adossent des indicateurs de suivi précis. Mais il va falloir que l'on réencastre la sphère économique dans la sphère sociale et la sphère écologique en utilisant ce nouveau langage. Voilà. Donc, et pour terminer, peut-être je dirais qu'il y a un obstacle majeur à la prise en compte du dérèglement climatique et à la mise en œuvre de réponses. C'est une erreur, presque une erreur anthropologique, hein, de notre civilisation. Hein, depuis 1850, on pense la relation entre l'économie, la société et la nature comme une interface entre des systèmes différents. Et ça nous conduit à mettre la raison monétaire au-dessus de la réalité objective, de la réalité physique. En réalité, ce qu'on sait aujourd'hui, et en fait, l'économiste Karl Polanyi, en 1944, le disait déjà, hein, c'est que ce qu'on appelle l'économie, ce n'est qu'un compartiment du sous-système social qui est lui-même encastré dans les systèmes naturels. D'accord ? Donc il faut toujours avoir en tête qu'on ne peut pas séparer l'économique du social et de l'écologique, parce qu'en fait, ce sont trois sphères imbriquées. Le paradoxe, c'est qu'on fait comme si l'économique était séparé du social et l'écologique au travers de nos indicateurs de suivi comptables et financiers. Attendez, c'est où ? Voilà. C'est pas très pratique, ce système, vraiment. On va parler de cet appel qui est lancé par Entrepreneurs d'Avenir. Et puis on vous donnera la parole, hein, juste dans 5 minutes. Rapidement, Stéphane, cet appel, il concerne quoi ? Bon, simplement ajouter que ça marche pas mal. Il y avait 40 signataires il y a quelques jours. On est passé à plus de 50 aujourd'hui. Dites-nous de quoi il s'agit. Alors, ça marche pas mal, mais on a besoin de beaucoup plus de signataires, et notamment que les grands s'engagent. Il y a en gros une grande boîte cotée, pas en France, mais qui est Generali, qui s'est engagée. L'essentiel de la finance, on va dire, reste encore derrière, ce qui est assez surprenant, parce que je pense que cet appel à une finance de progrès social et environnemental, finalement, ne fait que rattraper des éléments, une dynamique qui est déjà en place, et donc il n'y a pas finalement la marche à accomplir et pas si importante que ça. Je pense qu'un élément fondamental de cet appel, c'est le troisième point que citait Thomas, et qui est, est-ce que ceux qui ont été responsables du problème peuvent faire partie de la solution ? Alors moi, je suis plutôt tendance à être assez humaniste et positif là-dessus, et je crois au contraire au pouvoir fantastique de la rédemption en finance, et que justement, ça peut être une force d'accélération, et que si on n'y croit pas, effectivement, l'équation va être difficile à résoudre. Donc l'appel, en fait, il engage la finance vraiment sur la deuxième partie dont on n'a pas trop parlé, qui est effectivement pas simplement tenir compte des risques climatiques, environnementaux, sociaux, mais aussi faire partie de la solution. En disant qu'effectivement, de ce point de vue-là, les engagements restent trop faibles. Alors, c'est vrai qu'on peut espérer qu'on peut être, on va dire, avoir des problèmes de définition sur ce qu'est l'impact, mais moi j'ose espérer, je suis plutôt un fan de Raise, j'ose espérer que tous les fonds d'action, tous les fonds d'investissement seront à l'image de Raise dans quelques années. C'est ça qu'on veut, que tous les fonds aient la dénomination d'impact, et que l'intégration se fasse plutôt dans ce sens-là que dans le contraire. Et c'est finalement ça qu'on veut, c'est que l'ensemble des fonds finalement essayent de mesurer, d'intégrer ce qu'on appelle communément les facteurs ESG, non pas simplement pour l'intérêt bien compris de leur performance et pour préserver l'intégrité financière de leurs investissements, mais aussi pour préserver l'intégrité financière de la planète. Donc c'est aussi un enjeu de contribution, de mesure et de contribution à l'impact. Ça, c'est vraiment le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que si on a fait beaucoup, il faut accélérer les choses,
parce que, comme on l'a dit, on a 5 à 10 ans. Je vous rappelle juste de façon très rapidement les enjeux du budget carbone. Pour rester sous les 2 degrés, on a en gros 800 gigatonnes de carbone à dépenser. On en dépense en gros 50 par an. L'équation est simple, vous disiez 800 par 50. Vous voyez que c'est une génération. Si vous êtes à 1,5, c'est pratiquement 8 à 10 ans. Et donc en gros, si dans 5 à 10 ans, on n'a pas changé radicalement les choses, le mur, on sera dedans. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence à voir le mur, comme le disait Anne-Catherine, notamment en Australie, en Californie, etc. Donc, l'appel, il commence à dire qu'il faut mobiliser les épargnants, toute la valeur ajoutée de l'épargne, pas simplement les fonds d'investissement, les grandes banques dans leur politique de financement, mais aussi les épargnants. Donc, c'est aussi à vous, les uns et les autres, d'aller voir de vous poser la question sur chaque dollar, chaque euro investi, quel est réellement mon impact sur les marchés. Est-ce que j'investis plutôt dans, effectivement, des valeurs de croissance ou est-ce que je tiens compte de l'impact de mes investissements et qu'est-ce que la question que je vais poser à mes banquiers. Il y a une bonne nouvelle, là, c'est qu'a priori, la Commission européenne va vous obliger obliger vos intermédiaires financiers à vous poser la question et donc à tenir compte de votre réponse. Et ça va être, à mon avis, un changement assez puissant. Le troisième, c'est de financer avec ça la transition bas carbone. En gros, on est très, 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 très loin du compte. Les besoins d'investissement sont de l'ordre de 3-4 000 milliards. Quand on sait que pour le fonds global, le fonds pour le climat, qui a été mis en marche dans le cadre de l'accord de Paris, on a besoin effectivement de trouver 100 milliards et que même ces 100 milliards-là, on n'arrive pas à les trouver. Par an. Par an, absolument. À partir de 2020, donc à partir de cette année, donc les pays riches doivent trouver 100 milliards pour les besoins d'atténuation et d'adaptation et que déjà, ceux-là, on n'arrive pas à les trouver. Donc où est-ce qu'on va les trouver, les 1000, les 2000, les 3000 milliards suivants? Sans doute par une refonte aussi, on va dire, du logiciel qui fait tourner la finance. Et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec Thomas. Il faut encore une fois, sans doute, redéfinir la notion de profit et ne pas oublier pour des financiers que le profit, c'est en gros ce qu'on a gagné, c'est la différence entre les coûts et le résultat, une fois qu'on a préservé l'intégrité du capital. Évidemment, l'intégrité du capital, si elle est endommagée, ça ne peut pas être considéré comme un profit. Après, qu'est-ce que la définition du capital? Effectivement, est-ce qu'on met du capital naturel là-dedans? Et on voit que si on met du capital naturel, on n'a pas forcément préservé son intégrité, et donc la notion de profit elle-même est à reconsidérer. Le quatrième point, c'est d'intégrer l'éthique des affaires, le respect des droits de l'homme, des human rights, excusez-moi. Et là, je pense qu'on est bien placé ici, puisque finalement, ça consiste à respecter ce qu'on appelle les principes directeurs de l'OCDE, et que la moindre des choses qu'on doit demander à des investisseurs, c'est justement d'être alignés par rapport à ces principes directeurs. La vérité, c'est que la plupart des grandes institutions financières le font déjà dans leur intérêt bien compris, pour en gros piloter et gérer ce qu'on appelle le risque de réputation. Mais il faut sans doute aller plus loin. Il faut surtout essayer, à mon sens, de préserver, de consolider un leadership qui est clair. Et ce qu'on dit clairement dans cet appel, c'est vrai qu'en France, on a plutôt, avec les fonds de private equity, les fonds d'impact, mais aussi avec des engagements très forts du côté de la place de Paris, de grands acteurs. Je pense notamment à ce que peut faire une banque comme Natixis, qui déjà tient compte en fait du degré de verditude des actifs auxquels elle prête, à l'accord de déprait, accorde en fait un coût du risque moindre si l'actif est vert, avec une base relativement solide. Ce type et ça c'est vraiment une innovation en finance. On doit aller beaucoup plus loin. Ça peut aller effectivement, comme le disait Thomas, à des prises en compte au niveau des banques centrales, voire au niveau de la politique monétaire pour aller beaucoup plus loin. Mais c'est déjà en tout cas une innovation majeure. On a beaucoup d'innovations majeures. Novetic est sans doute le média qui fait le plus de place en termes de visibilité à ces innovations. On doit consolider cette leadership de la place de Paris en signant cet accord,
en faisant en sorte que les gens qu'on connaît le signent et embarquer le plus de monde possible dans cette dynamique. Je pense que c'est important. Merci beaucoup. Alors, je précise que Thomas, Anne-Catherine, Gonzague ont également participé aux travaux qui aboutissent à cet appel. Une précision, Gonzague, avant de vous donner la parole. Non, je voulais simplement partager une conviction avec vous, c'est que je pense que les labels, les indices, tout ça, c'est les bicorps, les appels, c'est fantastique, il faut le faire. Mais pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Et quand je vois des patrons, des grands patrons qui décident d'avoir une démarche dans leur entreprise pour atteindre un indice, c'est bien, mais c'est encore mieux quand eux-mêmes ont l'intime conviction qu'ils ont besoin de se changer eux-mêmes. Et puis la deuxième petite remarque, c'est que quand on voit qu'Engie, je crois que c'est Isabelle Cocher qui a annoncé qu'elle avait diminué de 50% son émission CO2 dans le groupe, et que si tous les groupes du monde faisaient la même chose, on avait résolu le principe de la planète, ça veut dire que la solution, elle est là. Donc elle existe, cette solution. Mais je pense qu'il faut avant se changer soi-même pour avoir ses propres convictions. Alors, on vous donne la parole. Je pense qu'il y a des micros qui sont à disposition à l'autre bout de la salle. Voilà, vous levez le bras. On fait un peu au hasard. J'y vais. J'appuie le premier sur le micro. J'avais une information à rappeler, puis ensuite je voulais vous faire réagir par rapport à ça. On ne l'a pas dit, je pense, dans le débat qui a eu lieu, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'argent qui est investi, toute classe d'actifs confondus, provient des institutionnels. Alors je me tourne vers Gonzague, vers Stéphane, pour vérifier que c'est bien le cas. Les institutionnels, je ne suis pas sûr qu'on ait tous conscience que en fait, c'est nous. Parce qu'à partir du moment où on est sur une bagnole, à partir du moment où on est sur une baraque, on cotise pour la retraite. Je me trompe ou pas c'est un peu. Est-ce que, du coup, ce que je voulais dire, après ça m'intéresse de vous faire réagir par rapport à ça, c'est, au fond, moi je suis OK avec l'idée que ça serait bien que demain il n'y ait plus de fonds d'impact et que tous les fonds, finalement, mettent du sens collé avec l'argent qu'ils utilisent. C'est un peu ça que j'entends. Et est-ce qu'on n'a pas tous, nous, la main, et est-ce qu'on n'a pas intérêt à se dire les uns les autres qu'on a dans notre main, avec l'argent qu'on utilise, le choix qu'on fait pour notre assureur, pour nos caisses de retraite, etc., qu'on a en fait un pouvoir énorme qu'on n'utilise pas pour justement aller dans cette direction-là. Voilà, je voulais vous faire réagir là-dessus. À 1000% d'accord, c'est pour ça que je dis qu'à partir du moment où, par exemple, les patrons de fonds se changent eux-mêmes, ils ont un pouvoir de dingue. Parce que quand on collecte des milliards et des milliards, vous savez, le monde du private equity, juste pour vous donner un petit exemple, moi quand j'ai commencé en mars 81, il y a longtemps, ça représentait à peu près 1% du cumul des actifs cotés dans le monde. Aujourd'hui, le monde du private equity, des investissements dans le non coté, ça représente 25% du cumul des actifs cotés dans le monde. D'où vient cet argent? Beaucoup des institutionnels, mais pas que. Ça vient aussi de grandes familles, ça vient aussi de corporates. Ça vient aussi de particuliers qui ont la possibilité de mettre de l'argent dans ce fonds. Donc c'est un peu que notre argent. Mais par contre, là où je suis, ce n'est pas que notre argent qui investit dans les fonds d'investissement. Par contre, tous ces LPs, ces investisseurs, commencent à dire « Bon, je veux bien investir chez vous, chez Raise ou chez Ardian ou chez je ne sais pas qui, mais c'est quoi votre raison d'être ? Quel est l'impact que vous exigez? Est-ce que vous avez des exigences de respect de gouvernance dans les entreprises dans lesquelles vous investissez, etc. » Si les patrons eux-mêmes, ceux qui gèrent ce dossier-là, ne sont pas convaincus de la chose, on n'y arrivera jamais. Donc c'est pour ça que je reviens à mon idée de départ. Les labels, c'est vachement bien, il faut le faire, c'est nécessaire, mais si on ne se change pas soi-même, on n'arrivera pas à... Voilà. Anne-Catherine, sur la même question. Alors, vous avez effectivement tout à fait raison, et c'est ce qu'a évoqué Stéphane en disant que c'est en train de se dessiner, c'est de remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire qu'au départ, la plupart du temps, c'est quand même votre argent. Concrètement, l'épargne des Français, si on cumule tous les modes de placement, on est à 5 000 milliards, hein, et c'est leur argent. Non, mais c'est pour ça que je dis tous les modes. Juste l'assurance vie, c'est 1 600 milliards. C'est 1 600 milliards. Donc effectivement, la logique qui jusque-là n'existe pas, c'est qu'on vous demande quelle est la destination que vous souhaitez donner à cet argent. Et en fait, ce qu'apporte la réglementation européenne aujourd'hui, qui va être mise en place dès l'année prochaine, hein, c'est l'idée que finalement, comme aujourd'hui vous achetez du bio parce que vous voulez manger telle et telle chose et pas telle et telle autre, comme vous regardez quand même où sont fabriqués vos vêtements, où vous vous dites est-ce que je ne rachète pas de la seconde main, ou etc. Enfin, tout ce process de transformation de votre consommation, il doit évidemment s'appliquer aussi à l'épargne. Et ça, certains d'entre nous sont là-dessus depuis 15 ou 20 ans, et pendant 15 ou 20 ans, c'est pas le problème. Les gens, ils veulent qu'on leur garde leur capital. Raisonnement qu'évoquait Stéphane. Il dit, bah oui, si j'ai 3 000 euros, je sais pas, 3 000, 30 000, 300 000, je veux qu'on le garde puis qu'on le fasse fructifier.
Ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'il y a en effet. C'est évidemment complètement faux. Et donc, ce qui est aujourd'hui sur la place publique, et qui donc suppose de changer complètement la chaîne, et qui transforme, et c'est en fait le chaînon, celui qui doit se transformer lui-même, c'est bien le chargé de clientèle. Et j'ai des témoignages de plein de banques, et une très concrète, l'autre chose qui me dit, vous comprenez, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, les épargnants, ils nous disent, moi, je veux préserver la biodiversité. Et moi, j'ai un fonds large cap zone euro. Le chargé de clientèle qui doit répondre à ce monsieur ou cette dame que comment le large cap zone euro va en fait, in fine, préserver je ne sais pas quelle biodiversité, je ne sais pas où, et avec quel indicateur et quelle crédibilité, etc. C'est ça qu'il va falloir construire. Et là, on est bien en train de changer d'indicateurs et d'outils, parce que, bien évidemment, ce qui est aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez de l'assurance vie, vous recevez chaque année un document auquel vous comprenez en général rien, qui vous dit que vous avez super bien été géré parce que ça a surperformé par rapport à Schmoldu, qui lui-même a une grille ESG, je ne sais pas quoi. Et c'est en fait ça, c'est en train de monter clairement, et tous les indicateurs sont dans ce sens-là. Les clients ne demandent plus ça. Ils veulent dire, OK, vous m'avez gardé mon argent, c'est très bien, et c'est ce que je vous avais demandé. Mais en revanche, ça a servi à quoi? Et est-ce que ça a servi à émettre moins de CO2, protéger plus de biodiversité, de quelle façon, etc. Donc là, il y a une révolution qui peut être absolument massive, surtout dans les pays où il y a beaucoup d'épargne, ce qui est le cas de la France et de l'Allemagne. Oui, bonjour, Jean-Luc Perron, Centre Younous Paris. Mon intervention était vraiment dans la même direction. De quel argent parle-t-on? Et pour citer un autre chiffre, 3 300 milliards d'euros placés en assurance vie, livret A et liquide. C'est l'argent de monsieur tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler uniquement de l'argent des marchés financiers ou des grands méchants, etc. C'est l'argent de monsieur tout le monde. Et il y a une complaisance un peu universelle à dire « Braves gens, dormez tranquille, votre argent continue, est dans de bonnes mains ». Donc ma question c'est, est-ce qu'il ne faut pas changer de braquet, aujourd'hui avoir une pédagogie beaucoup plus agressive à l'égard de monsieur tout le monde? On demande de changer de mode de consommation, de ne plus manger de viande. Pourquoi ne pas dire aussi, OK, mais votre argent, votre épargne, elle doit être fléchée désormais pour la priorité. Il y avait autrefois des emprunts de guerre. Ce n'était pas forcément une bonne cause, mais enfin c'était quand même patriotique. Donc, on essayait de lever de l'argent en disant aux gens, c'est pour sauver la patrie. Aujourd'hui, c'est pour sauver la planète. Est-ce qu'il n'y a pas là un message fort qui doit être relayé par tous les intermédiaires financiers, des gestionnaires? Bon, au-delà, et c'est des chiffres qui vont très au-delà des fonds d'impact et même, excusez-moi, du bon côté. C'est un bon point, Jean-Luc, mais je crois au contraire à la force justement des labels pour résoudre ce problème, parce que finalement, il n'y a pas de grand emprunt national pour le climat, mais il y a des campagnes de collecte, des campagnes de fonds de promotion, de marketing des différents distributeurs dans tous les pays qui ont des allégations de sauver la planète avec des produits financiers dont il est franchement très difficile à prouver qui vont pouvoir sauver la planète. Quand on prend un fonds, ce qu'on appelle des fonds low carbone, en fait, qui prennent un indice de place, par exemple le CAC 40 ou un indice international, et qui vont juste décarboner à la marge en dépondérant, enfin en repondérant un petit peu, sous-investissant dans les valeurs carbone, réinvestissant un peu plus dans les banques ou dans quelques acteurs non carbonés, et vous disent qu'on va sauver le climat avec ça, franchement, j'y crois pas. Le problème, c'est que la plupart des épargnants et même certains professionnels ne font pas la différence entre ces fonds-là et un vrai fonds d'impact qui peut vraiment avoir des allégations de baisse de carbone sur le terrain, d'avoir des allégations de valeur ajoutée sociale, environnementale forte, ne sont pas capables de faire la différence. Voilà. Et là, je suis vraiment dans les deux extrêmes. Après, il y a ceux qui flèchent, il y a ceux qui contribuent, il y a ceux qui sont alignés. Ils sont, voilà, un produit aligné de degrés, ou maintenant, la nouvelle bague, vous allez voir dans les années qui sortent, voir apparaître plein de produits financiers qui vont vous sortir une température du produit financier, que ce soit en crédit ou en dette, ou en action. On est à 2 degrés, on est à 2,5 degrés, on est à 1,5. Ça va même devenir une obligation pour un certain nombre d'indices boursiers. Franchement, est-ce qu'en investissant dans un produit de 2 degrés, vous allez contribuer au changement climatique? Je ne crois pas. Voilà. En revanche, en investissant dans des fonds d'impact qui ont vraiment voilà. Et du coup, s'il n'y a pas des labels pour guider les investisseurs, les retirer, en tout cas leur dire attention, franchement, quand vous êtes sur des produits à température, vous n'êtes pas sûr de l'impact concret. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir de l'impact et qui n'en auront pas. Et ça, c'est un vrai danger. Alors,
20 secondes pour une page de publicité, mais c'est gratuit. On vient de sortir un panorama des labels européens de finances durables qui existent. Il est disponible sur le site noetic.fr et il permet d'expliquer en fait quels sont les référentiels, comment ils font ce choix. Et en fait, pour compléter juste ce que vient de dire Stéphane, le point commun aujourd'hui, c'est de dire la seule garantie sûre qu'on offre, c'est qu'on exclut les énergies fossiles. Pour information, le seul qui ne le fait pas, c'est le label ISR français. Mais de facto, le référentiel aujourd'hui, qui est de dire au moins je peux garantir que je ne suis pas, plutôt que, effectivement, c'est une méthodologie qui sont à construire sur... Oui, juste avant de laisser un mot, les intermédiaires bancaires, ça fait des années qu'ils nous proposent des produits où ils vous disent attention à votre risque, est-ce qu'on peut optimiser votre fiscalité? C'est à eux de nous proposer des nouveaux produits. C'est à eux de nous proposer des nouveaux produits. Et je pense qu'ils vont commencer à bouger un petit peu en passant de risque fiscalité à risque environnemental et responsabilité sociale. Mais c'est à eux, c'est pour ça que c'est eux qu'il faut travailler en disant vous avez quand même une clientèle qui représente 3000, je ne sais pas combien de milliards de dollars, d'euros, bah, allez les chercher maintenant en proposant des produits différents. Je pense que c'est à eux de proposer des produits. Oui, puisque vous avez parlé des empreintes de l'air tout à l'heure, ça me fait penser à un autre problème. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que dans ce débat, il y a une conception qui est erronée, qui est très toxique en fait, qui consiste à penser qu'on a besoin d'accumuler de l'épargne pour investir. Au niveau individuel, c'est vrai, hein, je peux investir que si j'épargne suffisamment de revenus, mais au niveau collectif, c'est faux. En réalité, si vous regardez les actifs immobiliers dans le quartier qui sont magnifiques, on ne les a pas construits sur la base d'une épargne en se serrant la ceinture pendant des années. Non, en fait, des avances ont été consenties par les banques et ces avances, en fait, étaient de la création de monnaie de crédit. Donc ça, c'est très important. En fait, les banques ne prêtent pas la monnaie des épargnants. Elles créent, ça fait cette monnaie apparaît au passif de leur bilan, hein, donc elles ne peuvent pas prêter ce qui ne leur appartient pas, ce qui appartient à leur passif. En réalité, chaque prêt, chaque crédit, qui est aussi un crédit, est une création monétaire qui est détruite, la monnaie est détruite lorsque je rembourse mon crédit. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait établi. Je vous invite pour ceux qui découvrent ça, qui est très puissante, hein, à regarder sur YouTube la vidéo mise en ligne par la Banque d'Angleterre en 2014, qui explique de manière très claire les mécanismes de création monétaire. Et effectivement, cette création monétaire, on a su l'employer pendant, vous l'avez justement souligné, les périodes de guerre, pour détruire des actifs. Ça a été également utilisé dans des grandes missions structurantes comme la mission Apollo, envoyer un homme sur la Lune et le renvoyer vivant. Voilà, donc là, on a utilisé la création monétaire et on pourrait très bien envisager la même chose aujourd'hui pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les institutions qui le permettent. On a des banques centrales. On a en Europe la Banque européenne d'investissement. En France, on a la Caisse des dépôts et consignations, on a des agences qui sont spécialisées dans ces investissements structurants, et par le canal de la création monétaire, qui est totalement différent de différents canaux inflationnistes, là aussi c'est un autre débat, on a la capacité de financer, de rendre la monnaie disponible aux investissements requis par le dérèglement climatique, on peut la rendre disponible du jour au lendemain. Voilà, je voulais faire ce point. Merci. Alors, une autre question. Bon. C'est une suggestion. J'ai jamais entendu la question abordée, mais il y a les mécanismes de récompense parce que on a fait le marché du carbone et puis ça n'a pas marché parce que avec les lobbies, ça pouvait, enfin à ma connaissance, ça marche mal. Mais il y a aussi les mécanismes de récompense de ceux qui font tourner ce système. Et tous les ans, on nous publie combien Wall Street a donné en bonus ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on pourrait agir? Est-ce que ça ferait sens d'agir sur cet aspect-là? Je veux bien. Oui, alors on a parlé tout à l'heure de la prise de conscience. Hein, je pense que c'est très important.
il ne faut pas se tromper des niveaux. On peut avoir mangé bio à la cantine et installer une cantine bio dans son entreprise, et en même temps, au niveau de l'institution qu'est l'entreprise, être encastré dans un système comptable, dans une concurrence qui l'a conduit à prendre des décisions qui sont néfastes sur l'environnement. Donc je crois, de manière assez... je suis assez sceptique sur la capacité des entreprises en tant qu'institution à changer d'elles-mêmes le système. Pour autant, la prise de conscience individuelle, elle est nécessaire. Alors, je vais faire une petite expérience, si vous le voulez bien, que je fais avec mes étudiants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du voile d'ignorance. C'est en fait un concept du philosophe américain John Rawls, qui nous dit qu'on peut juger de l'acceptabilité d'un système socio-économique que si on accepte de l'examiner d'un point de vue neutre, d'un point de vue externe, c'est-à-dire derrière un voile d'ignorance. Alors, on peut faire une petite expérience. Imaginez pendant un instant que nous allons, chacun d'entre nous, naître demain dans le monde que nous créons aujourd'hui par nos actions individuelles et collectives, par les décisions prises par nos entreprises, et qu'on nous assigne demain, au hasard, une position sociale dans cette société de demain. Alors, la Banque mondiale nous dit qu'aujourd'hui, 50% de l'humanité vit avec moins de 2,50 $ par jour. 80% de l'humanité vit avec moins de 10 $ par jour. On sait que les conséquences du dérèglement climatique sont absolument dramatiques. Alors ça veut dire que si nous devions renaître demain au hasard dans la société que nous créons aujourd'hui, nous aurions une très forte probabilité de souffrir personnellement de désastres naturels, de pénuries de nourriture, de sécheresse, de maladies infectieuses, etc. Donc la question, c'est, si on devait naître au hasard demain dans le monde qu'on crée aujourd'hui, qui d'entre nous ne remettrait pas fondamentalement en question notre mode de production et de consommation basé sur l'accumulation monétaire? Voilà, je vous pose la question. Moi, j'ai apporté ma réponse. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Moi, je crois beaucoup aux mécaniques positives et aux mécaniques incitatives en complément de tout ce qui est réglementation, etc. Donc, chacun à notre niveau, effectivement, on a notre rôle à jouer. Chez Maisons du Monde, ce qu'on essaie de faire, c'est à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif, d'aller dans ce sens. J'ai instauré un système par lequel et mon bonus et le bonus de tous les membres du COMEX et en dessous de leurs équipes ont dedans une feuille de route RSE. Et donc, l'achèvement de cet objectif est absolument nécessaire, justement, pour l'obtention de ce bonus. Et d'un point de vue collectif, effectivement, c'est d'engendrer un mouvement qui cultive aussi l'idée que le profit peut apporter des bonnes choses. On a créé notre fondation en 2016 et chaque année, nous reversons 0,08% de notre chiffre d'affaires qui lui-même est en croissance de 10% chaque année. Donc, c'est des fonds qui grossissent chaque année pour aller financer, effectivement, des engagements durables. Et c'est aussi permettre aux clients d'apporter leur petite voix. Je pense que chacun, il faut qu'on regarde quelle est la nature de nos actifs et en quoi on peut apporter quelque chose. Je pense que nous, en tant que retailer, on a aussi cette responsabilité de sensibiliser, d'apporter dans le quotidien des gens, en fait, des idées, des bonnes pratiques pour aussi mieux consommer. C'est pour ça que, d'une part, nous participons à l'arrondi qui permet à chacun d'arrondir à l'euro supérieur son ticket de caisse. On a aujourd'hui collecté 1 million d'euros sur 3 ans pour justement financer des associations. Et puis également parce que je pense qu'en étant groupés, on est plus fort. On a, depuis l'année dernière, en fait, créé un collectif qui s'appelle Ensemble pour le climat. On est 15 enseignes retailers, Nature et Découverte, qui nous inspirent beaucoup, l'Occitane, Maison du Monde et beaucoup d'autres, pour justement parler d'une seule voix à nos clients sur une démarche positive. Maison du Monde, c'est 5 millions de clients actifs tous les ans, et donc à nous tous, c'est des dizaines de millions de personnes à qui on peut parler positivement et justement dire que voilà, chacun fait une partie de chemin. Alors, non, mais est très pertinente parce qu'effectivement, on sait que c'est un des facteurs, la rémunération des banquiers, etc., on en a déjà parlé, c'est un des facteurs vraiment d'accélération de la crise, et que s'il n'y avait pas cet aléa moral qui a consisté à surrémunérer des banquiers sur des profits de court terme, tout en ignorant justement l'intégrité physique du capital environnemental, etc., et des externalités qu'ils ont provoquées, ça a précipité la crise. Et c'est justement un point qu'on intègre dans... Alors, on a réglé la crise, les régulateurs ont réglé une partie du sujet, mais pas entièrement. On voit encore, quand on voit les rémunérations qui sont... on parlait de JP Morgan, par Jamie Dimon, par exemple, à plus de 30 millions de dollars. On voit bien que le problème n'a pas été entièrement réglé. Et c'est un des points qu'on aborde dans l'appel, c'est-à-dire de changer les critères de rémunération
et d'intégrer des critères de rémunération sociale, environnementale, dans notamment les variables des financiers, de façon à ce qu'ils puissent aussi avoir cette incitation personnelle à prendre. On peut croire au pouvoir de la rédemption, à la transformation des leaders, mais je pense qu'avec un incitatif, une carotte, qui est d'intégrer ces critères dans les rémunérations, on règle aussi une partie du problème. Une question. Oui, une question. Je représente Etif Finance. Est-ce qu'on m'entend ? Qui travaille sur ces sujets. J'ai une question sur une idée que je trouvais intéressante, mais qui disparaît régulièrement du débat. C'est dans la logique, monsieur, du se changer soi-même, commencer par soi-même. Qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il en est devenu du concept de dividende responsable, c'est-à-dire l'idée qu'un investisseur responsable, c'est aussi une institution qui peut accepter de modérer le dividende qu'elle va recevoir au motif que finalement cet argent-là serait mieux utilisé pour des investissements allant dans le sens de plus de durabilité. Je ne sais pas où on en est, ça apparaît, ça disparaît, et je n'ai pas l'impression que ça prenne réellement de l'ampleur sur le terrain, ce concept. C'est une bonne idée, c'est un peu réapparu dans l'enquête qui a été faite par Bercy sur les fondations d'entreprise. Parce que vous avez... alors bon, on dérive un tout petit peu, mais par exemple, on dit toujours en Allemagne, il y a beaucoup plus de TI qu'en France. Je pense qu'il y a 4 fois plus de TI en Allemagne qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, on peut donner son entreprise à une fondation d'entreprise. Et moi, je défends beaucoup l'idée de dire que quelqu'un qui a créé son entreprise, qui ne veut pas la vendre à un fonds d'investissement, qui ne veut pas la mettre en bourse, qui ne veut pas la vendre à son concurrent, mais qui a envie de la garder sur le territoire, s'il peut donner... pas la totalité, parce qu'il faut laisser un peu de respiration, mais je dirais 60-70% de son entreprise à une fondation, là on retombe dans votre logique. C'est-à-dire que l'argent, les dividendes qui pourraient remonter, pour 70% d'entre eux, ils restent dans l'entreprise et ils sont gérés collectivement par une gouvernance particulière pour les rendre responsables, ces dividendes. Donc, moi, je crois qu'il est difficile, le monde est ainsi fait que l'argent attire l'argent et c'est compliqué de lutter contre ça. Mais par contre, pour certaines entreprises qui peuvent le faire, je crois qu'il y en a 2 en France, c'est Laboratoire Pierre Fabre et puis April, d'être détenu par une fondation et d'organiser une gouvernance pour rendre responsables les dividendes qui y remontent, les réinvestir dans l'entreprise, les réinvestir dans des projets d'RSE, les réinvestir dans des projets écologiques, les réinvestir dans des projets énergétiques, tout en laissant une respiration. Ça, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et si on faisait ça en France, à mon avis, ce serait une bonne formule. Anne-Catherine. Oui, juste pour compléter ça, en fait, ça ne s'appelle pas comme ça. Il y a eu une initiative au départ de grands institutionnels comme l'IRCANTEC et les RAF de porter l'idée qu'en tant qu'actionnaire des entreprises, il fallait qu'ils regardent s'il y avait un dividende responsable qui consistait en gros à dire est-ce que l'actionnaire n'est pas trop privilégié puisqu'on lui verse un dividende à lui au détriment de la rémunération des salariés, mais aussi de l'investissement dans l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est ça. Alors, dans le private equity, j'allais dire c'est beaucoup plus simple. Dans le monde coté, ça ne l'est pas du tout. Et c'est en train de remonter. Et à Davos, par exemple, il y a eu toute une déclaration autour de ce qu'ils appellent le stakeholder return ou quelque chose comme ça, qui consiste à dire, effectivement, aujourd'hui, la rémunération d'abord de l'actionnaire, qui se traduit par un dividende, si ce dividende est prédateur, au sens sur l'entreprise elle-même, parce qu'il se fait au détriment, encore une fois, de ses investissements, de ses capacités d'innovation, enfin de tout ce qu'on veut, et évidemment aussi de ses salariés, alors il y a un sujet. Aujourd'hui, le débat public, il est polarisé sur la rémunération des dirigeants, qui pose un certain nombre de sujets, comme vient de l'évoquer Stéphane, mais finalement, il est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que, et on en revient à Total, qui est quand même au cœur de toutes les polémiques aujourd'hui, si vous mettez en perspective cette affaire de dividendes versus toute la polémique autour de la création d'une utilité Total au sein de Polytechnique, et qui est effectivement la question aujourd'hui qui est posée à Total, c'est tu crées de la valeur financière, mais à quel prix environnemental et social, et comment... il y a un arbitrage à faire entre ce genre de sujet. Donc le débat du dividende responsable, il ne se pose pas comme ça. En revanche, d'arbitrer dividende versus rôle sociétal et poids de tous les autres capitaux que le capital financier, ça c'est comme ça que c'est en train de s'instaurer. Juste un point, parce que c'est à mon avis un élément qui est au cœur. Il y a 2 niveaux. Un niveau qui est au cœur justement de l'appel qui propose en fait vraiment de mieux regarder la répartition de la valeur ajoutée entre les différentes parties prenantes, comme le disait
Anne-Catherine. Et donc, le dividende responsable, c'est celui qui aura fait une répartition juste de la valeur ajoutée, donc du capital, entre les différentes parties prenantes. Ça, c'est le premier niveau. Et deuxième niveau, c'est un dividende responsable, c'est celui qui, au-delà de l'expression financière du rendement, aura aussi la possibilité de communiquer sur une performance extra-financière. Et c'est ce qu'on appelle la finance d'impact. C'est aussi l'obligation d'avoir un dividende environnemental et social, donc qui va exprimer en fait les contributions positives du dollar ou de l'euro investi. Voilà. Voilà. Et on va essayer d'accélérer un peu parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui, je voudrais aller très vite sur cette question cruciale. C'est la question de la gouvernance des entreprises, c'est une question cruciale. Je voudrais dire, la gouvernance d'entreprise aujourd'hui, telle qu'on l'enseigne dans la plupart des business schools, c'est ce qu'on appelle la théorie de la maximisation de la valeur actionnariale. C'est-à-dire que le seul objectif de l'entreprise, c'est d'augmenter les dépôts bancaires qui se trouvent sur le compte des actionnaires. D'accord ? Pourtant, quand on regarde ce qu'est le dividende au niveau de la sélection des investissements, le dividende, en fait, c'est un coût. Il fait partie du coût du capital. Ça, c'est un premier point qu'il faut garder en tête. Le rendement pour les uns, c'est le coût pour l'organisation. Deuxième point, qui est important, c'est que plus ce coût est élevé, c'est un peu technique, mais plus le taux d'actualisation des projets augmente, et plus la préférence pour le présent, c'est-à-dire la pondération qu'on donne aux projets qui rapportent du cash rapidement, est élevée. Donc là, on a déjà une deuxième contradiction vis-à-vis de l'objectif de soutenabilité. Et troisièmement, la question de la gouvernance, elle est au cœur aujourd'hui des dynamiques financières. On a parlé de la bourse américaine qui bat des records. Bon, il faut savoir qu'une grande partie de la hausse des prix des actions s'explique par des politiques de rachat d'actions. C'est-à-dire que les entreprises, pour satisfaire les demandes de rendement de leurs actionnaires et de leurs managers seniors, en fait, utilisent une partie des revenus qu'elles ont générés pour racheter leurs propres actions sur les marchés de manière à faire s'accroître artificiellement le prix de ces actions. Donc voilà, quand on pose la question des dividendes, on touche au cœur de la question de la gouvernance des entreprises, qui est centrale. Oui, vous m'entendez ? Oui. Très bien. Bertrand Séné, donc je suis économiste écologiste. J'ai le sentiment en fait qu'on n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour préserver le climat, les ressources et la biodiversité, et ce pour des raisons systémiques. En fait, aujourd'hui, quand vous placez votre épargne, vous en attendez une rémunération, et vous avez parlé de ça depuis 1 heure à peu près. Ce qui met en fait les entreprises en concurrence pour attirer l'épargne, et ça les pousse en fait à accroître leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices. On n'a pas conscience, je le vois bien encore aujourd'hui, on n'a pas conscience à quel point le système financier actuel, avec les marchés financiers et les taux d'intérêt, n'est pas compatible à long terme avec une économie durable, car il contraint à faire de la croissance. Si on veut que les entreprises se contentent de répondre aux besoins essentiels de l'humanité, pour réduire le plus rapidement possible les émissions de gaz à effet de serre, il faut que de nombreuses entreprises décroissent, voire disparaissent. Il ne faut donc pas qu'elles soient dépendantes d'une épargne qui exige une rémunération, même faible, et qui est mobile, par nature. Il faut inventer un système de financement qui accompagne et encourage la décroissance d'un certain nombre d'entreprises. Il y en aura bien sûr qui vont croître, mais il faut accompagner la décroissance d'un certain nombre d'entreprises. Et par ailleurs, on a absolument besoin de créer de la monnaie pour financer des activités non rentables. Parce que là, quand vous parlez de placement, il s'agit d'activités rentables, mais il y a plein d'activités qui ne sont pas rentables. Je pense dans la santé, les soins, etc. On a besoin de subventionner aujourd'hui le ferroviaire pour faire du train le moyen de transport le moins cher, parce que c'est le plus écologique. On a besoin de faire de l'éducation à l'écologie, on a besoin de formation à des métiers écologiques, et tout ça n'est pas rentable par nature. Ce qui implique donc que l'État puisse créer de la monnaie sous forme de dons. Bref, on a besoin de métamorphoser le système financier, comme je le propose dans mon livre Ecosophia, que Stéphane a lu. Juste une chose, donc au-delà de la qualité de votre livre que je n'ai pas lu, c'est que aujourd'hui, ça c'est quand même, et c'est pour ça que c'est aussi tendu, parce que pour être très honnête, là on est dans un monde assez consensuel où tout le monde est à peu près d'accord. C'est pas du tout ce qui se passe, ni à Davos ni ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une énorme, un pushback extrêmement violent, puisque le débat c'est bien aujourd'hui
durabilité versus business as usual, pour faire simple. Et que la compréhension du fait que on ne va pas pouvoir se contenter d'une petite tache verte ou d'une petite tache je sais pas quoi, parce que sinon on ne sera pas à la hauteur, est en train d'être à l'heure. Et donc ça suppose ce qu'on appelle la transformation des modèles, dans le sens que vous évoquez, où il y aura évidemment des gagnants et des perdants, enfin des gens qui ne vont pas survivre, enfin des entreprises qui ne vont pas survivre et d'autres que si. Et du coup, la tension est maximale, parce qu'effectivement, vous avez aujourd'hui un train assez... rempli de gens qui poussent à l'idée qu'on va pouvoir transformer doucement. C'est la logique de la vitesse de la transition et qui suppose effectivement des changements radicaux dans les modes d'approvisionnement, dans en gros le système mondialisé tel qu'il est aujourd'hui qui ne tient pas la route non plus, et que ça, aujourd'hui, les capacités enfin les drivers pour transformer à la vitesse nécessaire sont aujourd'hui probablement pas assez forts, plutôt citoyens, et pas forcément des drivers économiques et financiers, surtout pas politiques. C'est aussi l'autre sujet. Donc c'est vrai que là-dessus, le débat n'est pas forcément au bon niveau, vous n'avez pas tort. Oui, mais je souscris à pas mal de choses que vous avez dites. Je pense qu'effectivement, dans le schéma du gain monétaire, il n'y a pas de place pour les rimes de la nature, pour ces phases de dégradation, de régénération. Il n'y a pas de place pour la complexité des écosystèmes qui peuvent être altérés par l'intervention humaine. Alors effectivement, on a besoin d'un financement qui peut être un financement monétaire, mais je répète, je l'ai dit tout à l'heure, l'État n'a pas le monopole de la politique de la création monétaire. L'essentiel de la création monétaire, elle est faite par les banques privées. Donc plutôt que mobiliser une banque centrale pour alimenter le marché en liquidité, on devrait peut-être s'interroger sur les politiques prudentielles et sur les critères de création monétaire par les banques privées. Malheureusement, on ne va pas assez vite. Pourquoi ? Alors, moi, je suis un peu en dehors de tout ça, mais en tant que simple observateur, il me semble qu'on est face à une alliance de l'économique et de la technologie qui laisse de côté tout ce qui ne contribue pas à son intérêt immédiat. Et donc, on peut avoir des efforts pour montrer une sensibilité écologique, mais le changement profond dont on a besoin aujourd'hui pour éviter la catastrophe, sur laquelle on est tous d'accord, ce changement profond, il nécessite une modification des pratiques qui va être dérangeante pour le système économique tel qu'il est. Et ce qui est dramatique, c'est de voir que les mouvements, les personnes qui lèvent la voix, on les considère soit comme des utopistes romantiques, donc je suis content à la rigueur d'être assimilé à cette catégorie, ou alors comme des obstacles à contourner. D'accord ? Donc aujourd'hui, ça peut être les deux ensemble. Donc il faut s'appuyer, je pense, sur la jeunesse. J'ai des signaux très encourageants, notamment de notre corps étudiant. Et pourtant, j'enseigne dans une école de commerce. Juste un point, peut-être. Mais je crois qu'il y a, Bertrand, il y a au moins deux bonnes nouvelles. C'est que d'abord, il n'y a plus de tabou, je crois. On est en train de briser tous les tabous, notamment sur la politique monétaire verte, ce qui était absolument inimaginable il y a quelques années. On se met à parler maintenant d'hélicoptères monnaie vert, etc. C'était tabou, ça l'est presque plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que les taux, ça ne vous a pas échappé, le système financier a engendré des taux à zéro, voire négatifs, et donc qui forcément nous appelle à actualiser l'avenir de façon brute, immédiate. Et ça, c'est quelque part non voulu, mais moi, je crois aux théories Gaïa. Et j'invite aussi à lire l'excellent ouvrage Ecosophia, qui est vraiment du Saint-Exupéry de l'économie durable. Oui, bonjour Stéphanie de Beaumont. On remet beaucoup en cause en ce moment le modèle des entreprises en disant que non seulement il faut qu'elles réparent leurs externalités négatives, mais qu'aussi il faudrait qu'elles contribuent positivement. Donc on les met vraiment au centre de toutes les critiques, de toutes les attentes, et particulièrement les plus grandes, parce que c'est celles qui ont le plus d'impact. Et je repensais à ce que vous disiez sur Total. C'est vrai que le modèle d'affaires de Total, il va mettre du temps à changer, donc il va falloir accompagner une transition. Vous disiez, madame, que pour Maisons du Monde, vous aviez averti vos investisseurs en disant que ça prendrait du temps et que pendant quelques temps, ils auraient donc moins de rentabilité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le logiciel de la finance aussi un peu à changer en expliquant que cette transition, justement, on ne ferait pas le beurre, l'argent du beurre et la crémière, on ne ferait pas de l'ISR en disant mais on vous maintient vos mêmes taux de rentabilité, mais en plus vous allez faire du plus vert. Voilà, est-ce que aussi ce modèle-là, on remet en cause le modèle des entreprises, leur modèle d'affaires, est-ce que celui de la finance aussi, il n'y a pas une petite réflexion à faire ?
Peut-être juste, effectivement, une des choses qui m'a le plus surprise finalement après la crise financière, c'était que il y avait quand même pas plus de remise en cause du modèle que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans notre grande naïveté, en 2008, on pensait que du coup, la finance allait être forcément durable, parce que comme le château de sable était par terre, ça allait être plutôt malin de le reconstruire de façon plus durable que précédemment. C'est pas du tout ce qui s'est passé. D'une part parce que finalement la théorie de même pas mal ou ce qui ne te tue pas te rend plus fort est finalement appliquée, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs financiers qui sont toujours en place de la même façon, qui ont reconstruit le château de sable sur les mêmes modes de fonctionnement. Et donc ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il a fallu 10 ans, ce que disait Stéphane est tout à fait vrai, pour que l'idée que ce château de sable était quand même notre talon d'Achille à l'échelle de la... Parce que c'est aussi ça le vrai sujet, hein. C'est-à-dire que si la planète finance... Moi, l'événement qui m'a le plus marqué fin 2019, c'est la faillite de Thomas Cook. Et alors, ça, j'ai pas compris... Enfin, j'ai honnêtement pas compris l'indifférence médiatique généralisée quand même. On a un peu fait des reportages sur ces pauvres gens qui étaient partis à l'autre bout de la planète et qui devaient repayer leur séjour, etc. Mais l'idée qu'une boîte de cette taille-là, qui avait des fragilités, mais qui, grâce à un mécanisme financier qu'on appelle les CDS, pouvait fermer en un week-end... et qui est un des premiers employeurs britanniques, et que les gens, ils n'avaient plus de job le lundi, et que ça, c'est ça les conséquences d'un modèle financier dont on parle. Donc au-delà de remettre en cause le modèle de transition durable, c'est gravissime. Et je trouve que, pour moi, Thomas Cook n'est que la partie avancée de quelque chose qui va avancer beaucoup plus vite, puisqu'on ne parle pas assez du risque obligataire, qui est colossal. La dette des entreprises a augmenté de 225% depuis 10 ans. 225%. La capacité de solvabilité de cette dette, je pense que sans intégrer des critères environnementaux et sociaux, il est clair qu'elle n'est pas soutenable. Donc ça, ces phénomènes-là sont sous la visibilité, etc. Donc là, oui, bien sûr qu'il faut le revoir. La difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que ceux qui se sont pris le tsunami de 2008 ont finalement survécu, ont finalement recommencé. Et donc, pour faire ce que disait Thomas, je ne sais pas jusqu'où ils sont capables de faire la transformation dont on parle. Ça, c'est une vraie question. Oui, juste un mot. Refaire le logiciel de la finance, il y a du boulot, hein, c'est compliqué. Mais je pense que les deux principaux mots qui existent, c'est le temps long, retrouver le temps long. Moi, je vois bien le monde du private equity. À l'époque, on restait 7, 8 ans, 10 ans actionnaire d'une boîte. Aujourd'hui, on demande un retour sur 3 ans. Donc, retrouver le temps long, finalement, la nature, c'est quand même le plus beau des laboratoires du monde. Donc, de se remettre un petit peu à des choses simples de la nature, retrouver le temps long. Et puis, la dette. Une banque, elle prête 8 fois ce que vous lui déposez chez elle. 8 fois ce que vous déposez chez elle. Vous avez, et encore une fois, l'ensemble des actifs cotés, assis sur l'ensemble des actifs cotés. Moi, ça fait 50 ans que je milite pour supprimer ça, mais j'y arriverai jamais. Alors là, je pense pour être soit un emmerdeur, soit un utopiste rêveur, supprimer la dette pour acheter des actifs cotés. Supprimer la dette pour des actifs cotés. Parce que le premier réflexe du gérant, c'est de dire, bien sûr, j'ai envie de réduire mon TRI, bien sûr, je suis prêt à rester plus longtemps, mais il faut que je rembourse ma dette. Et cette espèce de création virtuelle d'argent fait que ça leur impose des positions que peut-être auxquelles ils n'y croient pas. Mais donc, le temps long et la dette. Supprimons la dette sur les titres cotés, que ce soit des valeurs mobilières ou immobilières, peu importe, mais sur le titre coté, sur quelque chose qui est volatile et qui cote, on ne peut pas s'endetter pour acheter quelque chose qui cote. Voilà. Alors, dernière question. Pardon. Oui. Dernière question. Rapide. Oui. Je voulais ajouter encore l'idée en fait avec la compétition entre les pays pour la fiscalité. Je pense que c'est un aspect très très important. Ça suffit, je pense. Oui, effectivement, et dans les pratiques de grands investisseurs responsables a émergé aussi l'idée que, en fait, dans les critères appliqués, dans la sélection des entreprises, il y avait effectivement l'idée d'éviter... Alors, c'est très compliqué cette affaire puisqu'on appelle ça l'optimisation fiscale agressive. Puisque vous le savez comme moi, l'évasion fiscale est illégale, donc bon. Mais l'optimisation fiscale est totalement légale et la plupart des montages sont tout à fait légaux. La question, c'est aujourd'hui d'aller regarder de la même façon que est-ce que le dividende est prédateur ou non pour l'entreprise elle-même. Est-ce que le montage d'optimisation fiscale fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas des questions de durabilité qui se posent. Alors le cas emblématique, c'est Starbucks en Grande-Bretagne, qui a perdu des clients quand il a été clairement montré que en fait, l'entreprise ne payait aucun impôt en Grande-Bretagne où elle réalisait par ailleurs beaucoup de profits. Et donc ce critère du ratio, non pas que les entreprises payent des impôts
combien c'est déjà un sujet, mais surtout pays par pays. Donc aujourd'hui, BEPS, qui est le programme fiscal de l'OCDE, prévoit effectivement, oblige les entreprises à faire ce reporting pays par pays. En revanche, BEPS ne prévoit pas qu'il soit public. Or aujourd'hui, le fait de pousser à la publication du paiement de la fiscalité pays par pays est un élément qui permet ensuite, derrière, de déterminer et de faire des arbitrages d'entreprises sur ce genre de sujet. Donc c'est bien dans le champ. En revanche, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, et que ce soit un élément discriminant, aujourd'hui, évidemment, la plupart des investisseurs disent l'optimisation fiscale agressive me permet d'avoir un dividende plus élevé. Donc c'est une des dimensions de l'investissement responsable, de pousser à un autre schéma. Voilà, merci. Oui. C'est une dimension de l'appel. C'est une dimension de l'appel. C'est bien pris en compte. Et encore une fois, c'est dans le cadre de la répartition de valeur ajoutée, un impôt responsable. Voilà, bien merci à tous. Alors je ne sais pas si nous avons sauvé la planète, mais on a au moins passé un moment agréable et intéressant, c'est déjà ça. Bon appétit à tous et n'oubliez pas de déjeuner responsable, évidemment.